Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe et aujourd'hui on se retrouve pour un item de pneumologie sur les tumeurs du poumon, primitives et secondaires. Voilà, il s'agit de l'item 309 que je vais prendre de la fiche LISA directement. Voilà, on va commencer par citer les principaux types histologiques des cancers bronchopulmonaires. Donc, premièrement, on va avoir deux grands types histologiques dans lesquels ils vont être classés. Premièrement, il y aura les carcinomes non à petites cellules, c'est-à-dire pas à petites cellules, qui représentent près de 80% des cas, cela. Et dans ces carcinomes non à petites cellules, on va avoir les adénocarcinomes, ce sont les plus fréquents, de localisation plutôt périphérique. Et sur l'histologie, on aura une différenciation glandulaire, donc voilà, ce sera plutôt à partir de la glande des cellules. Et il y aura un marquage pour le thyroïde transcription factor 1, le TTF1 en immunohistochimie. Voilà pour les adénocarcinomes. Comme autre type de carcinome non à petites cellules, on aura les carcinomes épidermoïdes. Eux, ils ont une localisation plutôt proximale. Et l'histologie, bien là, on aura une différenciation non pas glandulaire mais malpighienne, avec un marquage pour la protéine 40, la P40, en immunohistochimie. Et enfin, on aura les carcinomes indifférenciés, qui feront aussi partie des carcinomes non à petites cellules, qui, je le rappelle, représentent près de 80% des cas de cancer bronchopulmonaire. Et deuxième type histologique de cancer bronchopulmonaire, ce sera les carcinomes à petites cellules. Voilà, donc c'est l'inverse de la première classe. Et donc là, ça représente à peu près 15%. Donc voilà, il restera 5% qu'on va voir juste après. Et donc ces carcinomes à petites cellules, ils vont être de localisation proximale avec un envahissement médiastinal qui est fréquent. Et l'histologie, elle est d'origine neuroendocrine, peu différenciée, avec une immunohistochimie positive pour les marqueurs neuroendocrines. Donc là, ça sera les CD56 et la synaptophysine. Synaptophysine, voilà, ça fait penser un peu à synapse, neuroendocrine, voilà. Ça peut être un petit moment mnémotechnique. Et enfin, les 5% restants, ça va être les métastases. Et donc là, ça va être un foyer tumoral secondaire qui résulte de la dissémination par voie lymphatique et sanguine, puis de l'implantation à distance de cellules tumorales qui vont être issues de la tumeur primitive. Voilà, je vais ouvrir la porte à Suzette qui fait que miauler. Et elle fait que faire des allers-retours, elle commence à me gaver là. Voilà, désolé du petit contretemps, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En attendant, bien sûr, vous aurez pu aller soit sur la fiche Lisa pour suivre en même temps que moi, soit évidemment mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Je pense qu'on peut mettre des commentaires et sinon une petite note sur Spotify. Voilà, donc 5 étoiles bien sûr, hein, on va pas faire baisser plus la moyenne que ça. Donc voilà, merci pour ceux qui auront pris le temps de le faire. Allez, on retourne sur l'épidémiologie descriptive cette fois-ci. Donc à propos de l'incidence, il faut savoir qu'il y a plus de 46 000 nouveaux cas par an en France. C'est vraiment énorme. C'est le troisième cancer au niveau de l'incidence, en France en tout cas. C'est le deuxième cancer solide le plus fréquent chez l'homme et le troisième chez la femme. Dans le monde, attention, accrochez-vous bien, il y a 2,1 millions de nouveaux cas par an. Ce qui est là aussi énorme, bien sûr. La mortalité, donc quelques chiffres sur la mortalité, c'est la première cause de mortalité par cancer en France. Il y a plus de 33 000 décès par an en France, soit 20% des décès par cancer. Tout cancer confondu, 1 sur 5 va être lié au cancer du poumon, donc il est très meurtrier. 33 000 décès par an en France, ça fait à peu près 100 décès par jour. Hein. Voilà, rien que lié au cancer du poumon. C'est la première cause de mortalité par cancer également dans le monde, avec 1,8 million de décès par an. Voilà, donc à peu près autant de décès que de nouveaux cas, que ce soit en France, un peu moins, 33 000 décès par an pour 46 000 nouveaux cas par an, ça c'est en France, et 1,8 million de décès par an pour 2,1 millions de nouveaux cas par an dans le monde. Donc voilà, très meurtrier.
Le taux de survie à 5 ans est de 17%, donc relativement faible, parce que c'est aussi en partie à cause de ça, c'est que 60 à 75% des cas sont découverts à un stade localement avancé, donc stade 3, ou directement métastatique, donc au stade 4. Au niveau de l'évolution, eh bien, ça suit l'évolution du tabagisme, qui est le facteur de risque principal. Donc, c'est-à-dire que le cancer est en faible diminution chez l'homme, parce qu'il y a une faible diminution du tabagisme chez l'homme ces dernières années. Et par contre, c'est en augmentation chez la femme, parce que là aussi, il y a une évolution positive du tabagisme chez la femme, ce qui est regrettable, je trouve. Le facteur de risque principal, c'est le tabagisme, actif et passif. Donc voilà, attention à ceux qui ont des fumeurs dans leur entourage. Ça peut être une des raisons de les convaincre d'arrêter de fumer, voilà, même pour les jeunes parents, par exemple, qui imposeraient du tabagisme passif à leurs enfants, eh bien, pensez-y, parce que c'est responsable de 85% des cas de cancer, le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. Le risque carcinogène augmente avec la précocité et la durée du tabagisme, donc plus on commence à fumer tôt et plus on fume longtemps, plus il y a un risque carcinogène qui augmente. Le risque il est plus lié à la durée du tabagisme qu'à la quantité de tabac fumé. Tout ça pour dire quoi ? Ça veut dire qu'un mec qui va fumer pendant 50 ans de sa vie 3 clopes par jour, il sera moins à risque qu'un mec qui va fumer 20 ans un paquet par jour. Voilà, c'est plus la durée du tabagisme que la quantité de tabac qui est fumé. Et le risque, il va décroître à l'arrêt du tabac, même s'il ne revient jamais au niveau du non-fumeur. Donc voilà, un gars qui fume ou une femme qui fume, elle aura toujours plus de risque d'attraper un cancer du poumon qu'un quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie. Par contre, son risque d'avoir un cancer va vraiment diminuer une fois que la personne aura arrêté, d'autant plus si elle arrête assez tôt dans sa vie. Voilà, donc il y a toujours intérêt à arrêter de fumer. Il ne faut pas laisser les patients dire foutu pour foutu et les laisser dans leur tabagisme. Alors, on va voir maintenant les principaux facteurs de risque professionnels et environnementaux. Donc, il y a des facteurs de risque exogènes et personnels. Au niveau exogène, ça va être l'exposition à des carcinogènes, donc des substances qui vont favoriser la survenue de cancer, d'origine professionnelle, donc dans le cadre du travail. Ça va être l'exposition à l'amiante, qui va donner des cancers de la plèvre notamment. La silice, la silice je pense. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques et le diesel. Donc voilà, tous les mécanos, les gens qui travaillent dans les stations essence, etc. Comme autre facteur de risque exogène, il y aura aussi les expositions à des carcinogènes qui seront d'origine non professionnelle. Donc ça va être dans le cadre de sa vie quotidienne, on va dire. Ça sera le radon. Donc le radon dans les habitations notamment, il peut y avoir de l'exposition au radon. Donc ça, c'est des particules radioactives qui sont présentes dans les sols. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, je m'y connais un petit peu, on va dire, parce que là, pour l'anecdote, je viens d'acheter ma première maison en Aveyron, dans la région Occitanie. Et dans le dossier le dossier énergétique un petit peu de la maison, il parle de l'exposition au radon. Et spoiler, je suis dans la catégorie où il y a le plus de radon en France. Donc je me suis un peu renseigné là-dessus parce que je me suis dit c'est un peu chiant, un peu inquiétant. Bon, au final, les risques, ce sont ceux-là, c'est des facteurs de risque de cancer du poumon. Mais il y a des moyens de limiter l'exposition au radon. Notamment, en fait, ça va être le radon présent dans la terre, donc dans le sol. Donc ça va être surtout les caves et les parties vraiment enfouies au contact du sol qui vont être concentrées en radon, on va dire, dans l'air. Donc il faut juste bien ventiler la pièce, l'ouvrir quelques minutes par jour, ça suffit à limiter son exposition au radon. Donc à moins de vivre dans une cave enfermée, sans voir l'air et sans aérer cette pièce, il y a peu de chances que l'exposition au radon soit la première cause de cancer du poumon.
Bon voilà, fermons la parenthèse sur le radon. Et ensuite, deuxième carcinogène d'origine non professionnelle, ça va être la pollution atmosphérique tout simplement. Les particules fines, dont le diesel, qu'on retrouve dans les origines professionnelles. Donc voilà, là c'est la pollution. Donc voilà, quand on a des pics de pollution en ville, par exemple, n'allez pas courir à ce moment-là. Ça reviendrait à fumer passivement des... Je sais plus, j'ai vu des chiffres passer, comme quoi 1 heure de footing lors d'un pic de pollution à Paris, par exemple, reviendrait à fumer 3 paquets de tabac. Bon, je sais plus, c'est des chiffres un peu comme ça que je sors du chapeau, mais je crois que c'était un peu un truc assez aberrant comme ça. Donc voilà, quand il y a des pics de pollution, ne sortez peut-être pas faire du sport à ce moment-là. C'est peut-être pas le plus bénéfique pour votre santé. Voilà pour les facteurs de risque exogènes. Et après, il y aura les facteurs de risque personnels. Donc là, il y en aura 3 types. Ce sera la prédisposition familiale, comme dans la plupart des cancers et des maladies. Ça sera les pathologies respiratoires chroniques, donc la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, et les pneumopathies interstitielles diffuses, les PID, fibrosantes. Et ce sera bien sûr aussi les antécédents de cancer pulmonaire, car on n'est pas à l'abri d'une récidive. Petite gorgée de café. Là, c'est du café que j'ai ramené du Costa Rica en plus. Là, franchement, ça me régale. Alors, on va voir comment se font les circonstances de découverte et les manifestations cliniques des tumeurs du poumon. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir y penser, tout simplement. Et on va en parler, y compris les syndromes paranéoplasiques. Donc, comme on l'a dit en introduction, le diagnostic est fait le plus souvent à un stade localement avancé, voire même métastatique. Donc 60 à 75% des cas, ce qui est énorme. Donc on va retrouver les signes généraux du cancer. Voilà, ça va être l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. Globalement, l'AEG, altération de l'état général. Ça fait penser cancer directement. Après, bien sûr, pour le cancer du poumon, on va avoir tous les signes fonctionnels respiratoires. Donc la dyspnée, une toux persistante et une hémoptysie, le fait de cracher du sang sur des efforts de toux. Ensuite, on aura tous les signes en rapport avec la progression loco-régionale de la tumeur. Donc, ça va toucher en premier lieu les organes médiastinaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le médiastin ? Il y a le cœur avec tous ses vaisseaux, il y a l'œsophage, la trachée, le larynx, il y a quoi d'autre ? On va voir ça juste après. Donc ça va être l'atteinte de ces organes-là médiastinaux. Donc on va pouvoir avoir un syndrome cave supérieur. Syndrome cave supérieur, si je ne dis pas de conneries, c'est les effets de la compression de la veine cave supérieure. Donc on va avoir des signes en amont du cœur droit finalement. Donc on va avoir une turgescence jugulaire, enfin voilà, tous les signes d'insuffisance cardiaque droite au final. On peut avoir une dysphagie liée à la compression sur l'œsophage. On peut avoir une dysphonie liée à la compression au niveau des cordes vocales. Une paralysie phrénique, donc voilà, au niveau du diaphragme, qui pourrait être comprimé, donc ça va pouvoir le paralyser. Il y a aussi le nerf phrénique, le nerf vague qui passe par là, qui pourrait être comprimé et donc faire cette paralysie, etc. Donc voilà, toutes les atteintes d'organes médiastinaux peuvent faire penser à une progression loco-régionale de la tumeur. Ensuite, l'atteinte pleurale. Donc là, ça pourra faire un épanchement pleural, bien sûr, et de la douleur. Parce que c'est vraiment l'atteinte pleurale qui est douloureuse et pas l'atteinte pulmonaire. Le parenchyme, lui, c'est pas douloureux. C'est pour ça que souvent, ça passe inaperçu, justement. Et qu'on le découvre à un stade avancé. Parce que c'est pas vraiment symptomatique quand ça touche que le parenchyme. Donc quand ça touche la plèvre, ça fait de la douleur et de l'épanchement pleural. Ensuite, l'atteinte pariétale thoracique, donc vraiment la cage thoracique. Donc là, ça fera également de la douleur. Et ça pourra aussi entraîner une masse qu'on pourra palper si elle est en surface. Comme autre signe en rapport avec la progression loco-régionale, on aura l'obstruction bronchique. Donc là, on pourra avoir une infection, une surinfection bronchique. Et après, au niveau de l'auscultation, on pourra avoir un coronage ou un wheezing. C'est-à-dire, c'est des bruits auscultatoires ou même pas forcément auscultatoires pour le coronage. Je pense qu'on peut l'entendre comme ça à l'oreille nue, si je puis dire. Voilà, ça fera une sorte de raclement et le wheezing, c'est une sorte de sifflement
inspiratoire. Et ensuite, on pourra aussi avoir, en rapport avec la progression loco-régionale, le syndrome de Pancoast-Tobias. Donc le syndrome de Pancoast-Tobias, je vais vous le ressortir exactement pour pas dire de bêtises, mais voilà, c'est donc dans le cas de tumeur de l'apex pulmonaire. Et donc ça va associer à cette tumeur une lyse costale et ou vertébrale, également des névralgies cervico-brachiales et un syndrome de Claude Bernard Horner. Donc le syndrome de Claude Bernard Horner, si je ne dis pas de bêtises là aussi, ça fait intervenir ma mémoire, c'est un ptosis, un myosis et une énophthalmie, si je ne dis pas de bêtises. Donc ptosis, c'est la paupière qui tombe, myosis, contraction de la pupille qui est toute petite, et énophthalmie, c'est le globe oculaire qui est rentré vers l'intérieur. C'est l'inverse de l'exophthalmie où l'œil ressort. Voilà, donc c'est ça, le syndrome de Pancoast-Tobias. Tic. Allez, je reviens sur la fiche Lisa. Ensuite, donc ça c'était les signes en rapport avec la progression loco-régionale. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre signe qui fait penser à ce cancer pulmonaire? Ça va être les signes en rapport avec une localisation métastatique. Donc on peut avoir des signes neurologiques, des douleurs osseuses, une lésion cutanée, etc. Il faut toujours penser à la lésion secondaire. On peut avoir des signes en rapport avec un état procoagulant du cancer. Donc une maladie thromboembolique veineuse, donc ça peut être soit une phlébite, soit directement une embolie pulmonaire. Donc là, c'est le cancer en lui-même qui entraîne un état procoagulant. Et après, on peut avoir des signes en rapport avec un syndrome paranéoplasique. Et donc là, il y a beaucoup de signes, dont notamment le syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique, donc le SIADH, qui va entraîner une hyponatrémie. On peut avoir un syndrome de Cushing, on peut avoir des syndromes neurologiques, notamment une pseudomyasthénie, une neuropathie périphérique, une encéphalite limbique, etc. On peut avoir des ostéoarthropathies hypertrophiantes pneumiques. Donc ça, c'est lié en fait, si on traduit un peu les termes scientifiques qu'il y a derrière, ça veut dire qu'on va avoir des maladies de l'os ou des articulations qui vont être hypertrophiées, liées à ce cancer-là pulmonaire. Et donc là, c'est lié, c'est à cause de ça qu'on a l'hypocratisme digital, par exemple. L'hypocratisme digital est une ostéoarthropathie hypertrophiante. On peut avoir également un œdème douloureux des extrémités, avec une périostite engainante, par exemple. Voilà. Et on peut avoir aussi un hypocratisme digital isolé. Et donc ça, c'est aussi un signe en rapport avec le syndrome paranéoplasique. Et bien sûr, ensuite, au-delà de ces signes cliniques, la maladie peut être découverte chez un patient asymptomatique, fortuitement ou non, sur un examen d'imagerie thoracique, quel qu'en soit le motif. Donc là, c'est un peu un coup de chance. Voilà, un patient pour qui on va faire une radio pulmonaire, une radio thoracique, et bien on peut lui découvrir une masse. Et donc là, espérons pour lui que ça soit pris assez tôt. Alors, on va voir maintenant comment se déroule la démarche diagnostique devant la tumeur du poumon. Donc une fois qu'on l'a suspectée, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir poser le diagnostic? Donc la démarche diagnostique, elle va inclure le prélèvement histologique et ensuite le bilan d'extension loco-régionale et à distance qui va permettre de classer la maladie selon les stades TNM. T pour tumeur, N pour node en anglais, donc ça veut dire ganglion, et M métastase. Voilà, ça a une valeur pronostique et ça conditionne en partie la stratégie thérapeutique. Donc ce bilan d'extension va résulter des données cliniques, de la fibroscopie, où on va pouvoir évaluer l'extension endobronchique. Ça va résulter également des ponctions cytologiques éventuelles, donc on va pouvoir ponctionner les ganglions, la plèvre, etc. Et aussi on va prendre en compte l'imagerie. Donc ça va résulter de ces quatre facteurs. La classification de TNM, justement, on va la décrire un petit peu. Donc ça s'applique au carcinome non à petites cellules,
Donc c'est les carcinomes les plus représentés, on a vu, avec 80%. Pour rappel, donc le T pour tumeur... pardon, je baille un petit peu parce qu'il est un peu tard. Donc le T tumeur va classer l'extension loco-régionale de la tumeur, voilà, comme son nom l'indique. Le N pour node, qui veut dire ganglion en anglais, ça va classer l'extension ganglionnaire de la tumeur. Donc voilà. Avec le nombre de ganglions généralement qui est atteint, on retrouve des cellules tumorales. Et le M pour métastase va classer l'extension à distance de la tumeur. Donc là, quand on a un petit chiffre à côté du M, c'est pas bon signe généralement. On va donc distinguer 3 stades. Les stades localisés, donc stade 1 et 2. Généralement, on n'a pas de ganglion, pas de métastase, donc ça va être T quelque chose, N0, M0. On va avoir les stades localement avancés, enfin, le stade localement avancé, donc ça c'est le stade 3. Et le stade métastatique, le stade 4. Et c'est à partir de ce stade-là, 4, qu'on va avoir un petit chiffre à côté du M de TNM. Voilà. Alors, on va parler maintenant particulièrement du cancer à petites cellules, donc le carcinome à petites cellules. Donc, pour rappel, c'est une tumeur qui est d'origine neuro-endocrine. C'est fréquemment associé à un syndrome paranéoplasique. Et ce carcinome à petites cellules est de mauvais pronostic, avec une évolution rapide en l'absence de traitement. Il va y avoir une indication, une chimiothérapie en urgence, qui va reposer sur un doublet de molécules à base de sel de platine, qui va être associé à l'immunothérapie si c'est métastatique. Ce cancer, ce carcinome à petites cellules va être chimiosensible au début, donc il va bien réagir à la chimiothérapie, puis ça va évoluer défavorablement avec des rechutes et une chimiorésistance, c'est-à-dire que la chimiothérapie ne fera plus grand-chose. C'est pour ça que c'est des mauvais pronostics. Voilà pour les carcinomes à petites cellules. Allez, maintenant on va voir un petit peu les examens d'imagerie et leurs indications dans l'exploration d'une tumeur primitive du poumon. Donc premièrement, la radiographie de thorax. Elle est souvent réalisée à la phase initiale, mais elle ne participe pas au diagnostic ou au bilan d'extension. C'est-à-dire on ne peut pas se baser que sur ça pour poser le diagnostic. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille. On va voir une masse, etc., qu'on va vouloir aller explorer. Mais on ne peut pas dire sur une radio, vous avez un cancer. Attention, parce que même si elle est normale, elle n'élimine pas le diagnostic. Ça peut juste être un moyen de confirmer un petit peu la suspicion. La suspicion, je pense. La suspicion, pardon. Oula, il est tard. Donc, la tomodensitométrie, avec l'injection de produits de contraste. Elle est indispensable au diagnostic et elle apporte l'essentiel du bilan d'extension qui permet d'évaluer le stade de la maladie selon la classification TNM. Donc le scanner thoracique est indispensable. Ça va caractériser la lésion primitive qui apparaît sous la forme d'un nodule ou d'une masse, ce qui est défini par une taille supérieure à 3 cm, la masse, et les contours seront spiculés ou lobulés, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas bien délimitée comme pourrait l'être un abcès par exemple. Il y aura des spicules, donc ça sera un rayon de soleil un peu lobulé, c'est-à-dire qu'il y aura des petits lobes qui vont sortir de cette masse. Ce scanner thoracique va guider le prélèvement histologique et ça va évaluer l'extension locale et régionale, donc le T de tumeur, dont l'atteinte ganglionnaire médiastinale, le N, qui va se traduire dans ce cas-là par des adénomégalies, et donc ça veut dire que les ganglions sont augmentés de volume tout simplement. Ensuite, la TDM abdominale, donc le scanner abdominal va évaluer l'extension à distance, donc là ça pourra faire la classification du M, les métastases, et donc avec ce scanner abdo, on va rechercher des métastases sous-diaphragmatiques, en particulier hépatiques ou surrénaliennes. Et enfin, pour compléter le bilan d'extension, il y aura le scanner cérébral qui va rechercher des métastases cérébrales, c'est systématique. Et si on ne peut pas faire d'IRM cérébral,
Si ce n'est pas possible de faire l'IRM cérébrale, qui est plus performante, eh bien voilà, on va pouvoir faire le scanner cérébral. Avec injection de produit contraste toujours. Donc TDM est très important. L'IRM spécifiquement, donc là l'IRM thoracique elle est rarement réalisée. Elle est uniquement indiquée pour le bilan loco-régional des tumeurs de l'apex, qui est plus accessible qu'avec le scanner. L'IRM cérébrale, là, par contre, elle est réalisée dans le bilan d'extension de préférence par rapport au scanner cérébral. Donc là, IRM cérébrale, très importante. Et il y a d'autres types d'IRM qui peuvent être indiqués pour la caractérisation de certains sites métastatiques, notamment l'os, le foie, etc. Et enfin, la tomographie par émission de positons, le TEP, enfin la TEP plutôt, c'est une imagerie métabolique qui est utile pour le diagnostic initial et qui va permettre de guider la prise en charge. Le plus souvent, elle est effectuée avec une injection de 18 FDG, de 18 fluorodéoxyglucose, si je ne dis pas de bêtises. Et cette TEP va être indiquée pour affiner le bilan d'extension, et notamment le staging médiastinal chez les patients qui ont une atteinte localisée ou localement avancée, qui sont candidats à un traitement local ou loco-régional, sachant que cette TEP a une valeur prédictive négative élevée pour le bilan d'extension, c'est-à-dire que si on n'a pas de marquage lors de cette TEP, eh bien, voilà, il y a de grandes chances pour qu'il n'y ait pas de cancer. Enfin, non, pas de cancer, mais de localisation secondaire. Et cette TEP, la tomographie par émission de positons, est indiquée également pour caractériser un nodule pulmonaire qui a une taille supérieure ou égale à 8 mm. Voilà pour ce dernier type d'imagerie. Alors là, nous avons des images. Donc là, on a une belle image de radiographie de thorax de face chez une patiente, dans ce cas-là, qui a un adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur gauche. Donc là, c'est vrai qu'on le voit assez bien. Et cette image montre une volumineuse opacité arrondie qui est polylobée du champ pulmonaire inférieur gauche, du coup, et qui n'efface pas le bord gauche du cœur. C'est le signe de la silhouette, c'est-à-dire qu'on le voit à travers un petit peu le cœur. Voilà, on voit le cœur à travers plutôt. Donc on voit que c'est derrière. Autre image, donc là c'est une image de scanner avec une coupe axiale en fenêtre parenchymatèse au niveau du scanner thoracique chez la même patiente en fait, qui a cet adénocarcinome pulmonaire lobaire inférieur gauche. Et donc là, sur ce scanner, on voit la masse du lobe inférieur gauche qui est un contact pariétal et un épanchement pleural de faible abondance, puisqu'on va avoir une réaction pariétale en fait au contact de cette tumeur. Voilà, donc ça c'est deux images que je mettrai dans le post Instagram pour ceux qui voudront aller le voir. Voilà, allez, maintenant on va voir les principales investigations à visée diagnostique d'un cancer bronchique. Donc, le diagnostic, il nécessite une preuve histologique qui peut être obtenue à partir de la tumeur primitive, si c'est un cancer pulmonaire à la base, ou d'une métastase qui serait facilement accessible. Le prélèvement de la lésion primitive il peut être obtenu en fonction de sa localisation par plusieurs méthodes. Si la tumeur, la lésion primitive est proximale, on va pouvoir le faire par bronchoscopie souple. Voilà, donc on met la caméra dans les bronches et on va pouvoir prélever un petit peu de cellules de cette lésion primitive. Si la lésion est distale, donc assez loin dans l'arbre bronchique, on va pouvoir faire une ponction transpariétale, donc à travers la paroi thoracique directement, sous repérage au scanner ou par l'échographie, uniquement si on a un contact pleural dans l'échographie. Et enfin, si ce n'est pas accessible la tumeur par l'une de ces deux techniques qu'on a citées, eh bien, on fera un prélèvement chirurgical par thoracoscopie. Donc là, on met une caméra dans le thorax et on va prélever chirurgicalement un peu de cette tumeur pour l'analyser de manière histologique. Donc ensuite, ça c'était pour le prélèvement de la lésion primitive. Ensuite, on peut prélever des localisations ganglionnaires médiastinales au niveau du médiastin, les ganglions du médiastin. Donc ça peut être obtenu par ponction transbronchique au cours d'une écho-endoscopie. Donc on va faire l'endoscopie dans les bronches et on va passer à travers une bronche pour prélever des ganglions médiastinaux.
Et sinon, on peut le faire par prélèvement chirurgical au cours d'une médiastinoscopie. Donc là, on met la caméra dans le médiastin directement et on prélève au bloc opératoire des ganglions au niveau du médiastin. Et après, le prélèvement d'une métastase, eh bien, ça va dépendre du site métastatique. Ça peut être une biopsie au niveau cutané, hépatique, une biopsie osseuse ou une biopsie ganglionnaire, etc. Voilà, en fonction de là où on a de la localisation secondaire de la tumeur. L'étude histologique du prélèvement, donc voilà, qu'on a vu, il peut être de différents tissus, va être complétée par des analyses à visée pré-thérapeutique, donc savoir un petit peu comment on va orienter le traitement en fonction du prélèvement. Donc la première analyse qu'on va pouvoir faire, c'est l'expression en immunohistochimie de programmed des ligand 1, PDL1. Voilà, qui est impliqué dans la réponse à l'immunothérapie pour voir si on va pouvoir proposer une immunothérapie aux patients. On va aussi rechercher des altérations moléculaires qui vont impliquer les gènes EGFR. Ça demande de mémoire, c'est Endothelial Growth Factor. CRAS, KRAS, ou CARAS, je ne sais pas comment on dit, ROS, ALK. Là, clairement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est potentiellement associé à une réponse à des thérapies ciblées, notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc là, on va pouvoir essayer de rechercher un petit peu s'il y a des altérations moléculaires qui vont impliquer ces gènes-là. Et donc là, on pourra faire de la thérapie génique, donc avec des thérapies ciblées. Et enfin, le bilan d'extension doit être entrepris dès que le diagnostic de cancer bronchique est confirmé. Ça va pouvoir guider le traitement. Et allez, justement en parlant de traitement, c'est la dernière partie de ce chapitre. On va voir les principes de la prise en charge d'une tumeur du poumon, qu'elle soit primitive ou secondaire. Voilà, donc ça fait un peu plus d'une demi-heure, ça fera une durée idéale, je trouve, pour un chapitre. Donc la prise en charge d'une tumeur primitive du poumon, ça va dépendre dans l'ordre du type histologique, premièrement. Ensuite, de l'extension tumorale. On va se poser les questions, est-ce que la tumeur est résécable ? Est-ce qu'il y a une indication ? Et enfin, ça va dépendre aussi de la prise en charge du bilan pré-thérapeutique, savoir si le patient est opérable. C'est la base. Ces éléments vont être étudiés pour chaque patient au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, donc une RCP, d'oncologie thoracique spécifiquement, qui va conduire à une proposition thérapeutique adaptée au cas particulier du patient, qui va être appelé le plan personnalisé de soins ou le PPS. Donc c'est vraiment propre à chaque patient, il y a sa situation, à son terrain. Et donc ce PPS va être proposé et expliqué avant le début du traitement au cours d'une consultation dans le cadre du dispositif d'annonce. Voilà, c'est vraiment une consultation assez codifiée pour annoncer au patient et à son entourage, s'il en ressent le besoin, sa maladie. Voilà, d'ailleurs, il y aura plusieurs consultations, des fois pour un peu plus expliquer plus en détail tout le processus et le cheminement, voilà, pour pas tout balancer d'un coup. Les principes du traitement des carcinomes non à petites cellules. Donc ça, c'est les cancers les plus répandus. Il y a 3 situations selon l'extension. Donc si on a un cancer qui est localisé au poumon, donc on a vu c'est les stades 1 et 2 dans la classification de TNM, ça va être un traitement local du coup. Donc là, on pourra faire une chirurgie avec plus ou moins un traitement systémique préopératoire ou post-opératoire en fonction. Et si c'est pas opérable, ou si le patient est inopérable, ou si la lésion n'est pas accessible à la chirurgie, on fera une radiothérapie. Donc là, ça reste un traitement local. Et ça, c'est pour les stades 1 et 2. Pour le cas d'un cancer localement avancé, donc un stade 3, il y aura un traitement multimodal. Donc il y aura plusieurs modes de traitement. Il y aura une radiothérapie plus un traitement systémique, ou une chirurgie plus un traitement systémique. Globalement, chirurgie et radiothérapie vont pouvoir se compléter l'une ou l'autre en fait. Enfin, voilà, vont être remplacées l'une par l'autre. Ça reste un traitement local, mais qui va avoir pour but de supprimer la tumeur. Voilà, donc soit de la détruire par les rayons, soit de l'enlever physiquement par la chirurgie. Et enfin, pour le cancer métastatique, donc le plus avancé, le stade 4,
ça sera un traitement systémique exclusif. Le traitement systémique, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être une chimiothérapie et ou une immunothérapie ou thérapie ciblée. Donc ça, c'est selon la présence d'une altération moléculaire, comme on l'a vu juste avant, en fait, avec l'étude histologique qui va être complétée par ces analyses-là d'aberrations moléculaires, de maladies géniques, etc. Et le bilan d'opérabilité du patient. Donc savoir si le patient est opérable ou pas, ça va inclure son état général, le bilan des comorbidités, notamment cardiovasculaires, et le bilan fonctionnel respiratoire. On va lui faire passer des EFR, donc exploration de la fonction respiratoire, plus ou moins une épreuve d'effort, s'il en est capable. Voilà pour le principe du traitement des carcinomes non à petites cellules. Pour le traitement des carcinomes à petites cellules, donc qui représentent les 15% et qui sont des tumeurs neuroendocrines, vous vous rappelez. Donc là, il y a deux situations selon l'extension. Si on a un cancer localisé au thorax, ce sera un traitement local, donc la chimiothérapie plus radiothérapie. Et si c'est un cancer métastatique, ça sera le traitement systémique exclusif. Et donc là, la chimiothérapie et ou l'immunothérapie, thérapie ciblée. Voilà. Donc là, il n'y a pas juste la chirurgie ou la radiothérapie, même si c'est localisé. Là, en plus, on fait la chimiothérapie parce qu'on rappelle que c'est un cancer qui est de plus mauvais pronostic, donc on met un peu plus le paquet niveau traitement. Il y aura dans tous les cas une chimiothérapie. Et si c'est local, on propose la radiothérapie en plus. Dans tous les cas, il y aura des soins de support, bien sûr, qui seront débutés dès le diagnostic. Et ces soins de support vont comprendre notamment le support nutritionnel, pour prendre en charge l'anorexie, l'amaigrissement, limiter la perte de poids. Ça va comprendre aussi le traitement antalgique, qu'il soit médicamenteux ou non médicamenteux. La prise en charge également des autres symptômes, par exemple la dyspnée bien sûr, et aussi, il ne faut pas l'oublier, le support psychologique. Dans tous les cas, on va rechercher une exposition professionnelle à risque, éventuellement avec l'aide d'un spécialiste en pathologie professionnelle, et en cas d'exposition suffisante, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment reconnu le fait qu'il y a une exposition dans le cadre du métier du patient à une substance carcinogène, eh bien le cancer doit être déclaré comme maladie professionnelle. Et la prise en charge d'une tumeur secondaire du poumon, parce que là on a parlé des tumeurs primitives, donc la prise en charge d'une tumeur secondaire du poumon va dépendre de l'origine de la tumeur primitive. Et donc là on va traiter en premier lieu le cancer primitif. Voilà, j'ai fini ma tasse de café et ce chapitre, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, je vais vous dire à tous une bonne soirée, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve assez rapidement pour le prochain épisode. Là, d'ailleurs, je n'ai pas sorti lundi, j'ai pas eu le temps. Donc là, voilà, je vais sortir celui-ci mercredi matin. Donc je vais vous sortir le prochain vendredi matin, comme d'habitude. Et si je me chauffe, je vous en sortirai un ce week-end. Mais bon, je m'avance pas trop parce que vu le week-end qui m'attend, ça va être assez chargé. Donc voilà, cette semaine, il y aura peut-être que 2 épisodes. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Dans tous les cas, en tout cas, on approche du 100e épisode bientôt. Là, je crois que ça va être le 98e, celui-ci. Donc voilà, lundi prochain, sans doute que ce sera le 100e épisode. Donc j'espère que vous serez là pour l'écouter. Bon, j'arrête de parler, je vais aller me coucher, il est un peu plus de 22h, et puis je vous fais de gros bisous et une bonne écoute. Allez, ciao à tous, profitez bien de votre journée, travaillez bien, prenez soin de vous, faites du sport, c'est très important, et puis on se retrouve vendredi. Ciao.